Alors, ce qui est certain, c'est qu'en premier lieu, j'irai pas mettre l'intégralité de mes économies sur Nvidia actuellement. Moi non plus. C'est pas pour moi, cela dit, il y a énormément. Si on met Nvidia de côté, qui atteint des sommets de valorisation, mais qu'on creuse un petit peu, on reste quand même sur une société qui dégage une rentabilité et une marge incroyable. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé Internet pour avoir fait de l'argent, pour faire de l'argent avec Internet. Un petit peu de la même manière, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'être le continent qui a inventé les plus beaux et les plus gros modèles d'IA générative pour arriver à faire de l'économie et créer des industries autour de ça. Qu'à l'époque, tout finalement ce qui a provoqué la crise, si on s'en rappelle, ça a été ce côté de rachat excessif de sociétés .com confusionnées en espérant faire augmenter la valorisation globale, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas cet emballement global finalement. Vraiment, ce qu'on voit, c'est des acteurs de la tech qui font de la performance, qui utilisent l'IA dans leur process, etc. Bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour le retard et très heureux de vous accueillir pour discuter avec Mathieu Artaud de Clint Capital. Donc c'était initialement ton associé qui devait venir avec nous, on est très heureux de te recevoir et pour parler d'un secteur qui vous est cher, où vous avez effectivement une thèse très très forte, qui est l'IA. Bonsoir Mathieu. Tout à fait, bonsoir. Merci de me recevoir, effectivement. Pensée très forte pour Lucas, que je remplace à la volée et qui est actuellement toujours bloqué dans un train entre Lyon et Paris. Mais en tout cas, ravi d'être ici présent, effectivement, pour parler d'IA sous un produit et sous une forme qu'on juge assez innovante. Mais je pense qu'effectivement, dans un premier temps, ce sera bien de revenir un petit peu sur ce qu'est l'IA et d'où ça remonte. Bien sûr, et encore une fois, l'objectif de ce webinaire, c'est avant tout de comprendre cette thèse d'investissement, ce secteur et comment est-ce que ça peut se décliner. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous avons des modérateurs qui sont là pour ça. Moi, j'essaierai de les poser au bon moment, donc soit directement, soit à l'issue de ta présentation, très concrètement. Donc, ceci n'est pas un acte de démarchage. On ne souhaite pas que vous investissiez à proprement parler dans ce fonds. On est là pour répondre aux questions sur cette thèse d'investissement. Et si vous avez des questions ultérieurement, on sera là effectivement pour y répondre. Peut-être avant de commencer, un mot sur toi, ton expérience, puis après peut-être de la maison que tu as cofondée et que tu diriges donc justement avec Lucas Mesquita. Ouais, bien sûr, je te remercie. Ça va faire à peu près une bonne dizaine d'années que je suis dans le domaine de l'investissement. Toujours une passion pour l'entrepreneuriat et pour la tech. Donc, ça m'a initialement guidé vers le venture capital avec cette image de se dire qu'on pouvait financer et soutenir des entrepreneurs, et c'est quelque chose qui m'a toujours bien plu. Au fil de mon parcours, j'avais commencé dans un fonds lyonnais qui s'appelle Axeléo. Derrière ça, j'avais été gérer l'activité de corporate venture de Vinci Energy. Donc là, pour le coup, au sein d'un corporate, on est beaucoup moins dans le côté financier, uniquement drivé par la performance. Il y a véritablement ce côté d'être un acteur stratégique pour aller chercher finalement des partenaires, des produits, des briques innovantes. Et effectivement, on sécurisait tout ça en investissant au sein de la société. En 2020, je cofonde Caption aux côtés de Lucas Mesquita et un troisième associé, Quentin Lechemia, dans une philosophie qui est de se dire que on souhaite approcher l'investissement toujours d'une manière innovante, toujours avoir ce côté-là sélection, mais faire les choses finalement un peu différemment que ce que le marché connaît. Historiquement, on avait commencé par du rachat de parts en secondaire de startups du type Blablacar, du type Ledger, etc. Et au fil du temps, on a évolué, on s'est diversifié. Aujourd'hui, on a monté toute une activité de dette privée et également une société de gestion pour commencer à créer nos propres fonds et finalement donner un petit peu vie à toutes ces thèses d'investissement et d'idées qu'on pouvait avoir pour approcher l'investissement en fonds. Et aujourd'hui, je suis président de cette société de gestion-là qui est une filiale de Caption. Passionnant. Et très très clair. Peut-être, écoute, soit on commence directement la présentation, soit moi ravi de discuter directement des thèses que vous avez sélectionnées et plus particulièrement celle de l'IA. Ouais, tout à fait.
effectivement, on peut rester sur un format de discussion. N'hésite pas, effectivement, si tu as envie de rebondir sur tel ou tel point. Ouais, non, je le ferai. Le but, c'est que ce soit le plus naturel possible. Ouais, l'approche qu'on a eue sur tout ce qui est fonds de fonds, ça a été de se dire que on a toujours trouvé ça assez intelligent, l'approche d'aller sélectionner d'excellents gérants et de le mettre au sein d'un fonds de fonds. Mais pour nous, il manquait toujours un petit truc, et ce petit truc, c'était finalement la cohérence entre tous les fonds qui sont sélectionnés. On avait vu ce qui se faisait aux US sur tout ce qui était certificat et sur des fonds cotés qui étaient thématisés. Et on n'avait jamais trop compris pourquoi finalement il n'y avait jamais eu de fonds qui étaient thématisés. L'idée, c'était de se dire, on monte pas finalement le fonds de fonds qu'autour de gérants, mais vraiment autour d'une thématique. On va analyser la chaîne de valeur et on va essayer de mailler toute cette chaîne de valeur-là, parce qu'au final, plus encore que les fonds sur lesquels on investit, c'est véritablement sur la chaîne de valeur qu'on mise. D'accord. Donc typiquement, là, pour parler de IA, c'est pas à proprement parler ceux qui vont utiliser l'algorithme le plus poussé. C'est peut-être moins ça qui vous intéresse, mais c'est toute l'infrastructure qui a derrière, en estimant que ce sera en réalité les grands champions de demain là-dessus. C'est ça une des thèses fondamentales que vous pouvez avoir? Ouais, de manière très imagée. Et pourtant, on vient du venture capital et on est effectivement amoureux de l'investissement dans la société en direct, la société très innovante. Mais la manière dont on approche le secteur et l'intelligence artificielle, c'est de se dire que finalement, les vendeurs de pelles et de pioches ont plus de chances de performer que simplement les chercheurs d'or. Alors, bien évidemment, on aurait adoré être capable d'investir dans OpenAI il y a une dizaine d'années, mais dans la réalité aujourd'hui, surtout en étant en Europe où on le sait, sur l'IA, on est quelque peu à la traîne par rapport à d'autres concurrents. Il était beaucoup plus sage d'avoir une approche vendeur de pelles et de pioche, c'est-à-dire effectivement tout ce qui va être infrastructure, tout ce qui va être facilitateur, tout ce qui va être... Peut y avoir des utilisateurs, des grandes sociétés de la tech qui vont elles aussi évoluer par rapport à ça, mais clairement l'idée ça va pas être d'aller chercher la prochaine licorne très innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je comprends, c'est très clair. Je propose peut-être qu'on puisse avoir comme support peut-être la présentation, comme ça, et pour ceux qui nous regardent et pour moi, ça facilitera effectivement les échanges. Je crois que Sébastien Soudet suggère qu'il y a des frises de temps en temps. C'est noté, Sébastien, on va essayer de régler ce petit problème technique en attendant de pouvoir partager la présentation. Est-ce que la présentation est là? Oui. Ah, donc il faut que tu appuies sur la manette quand c'est merveilleux. Je reviens pas spécialement sur nos valeurs, sachez juste qu'effectivement de notre côté, je pense qu'on en partage pas mal avec Ramify, parce pour la petite anecdote, on s'est lancé à peu près en même temps avec cette idée finalement d'apporter un peu d'innovation dans le secteur financier. Comme je vous disais, l'idée c'était de produire des fonds de fonds de conviction, encore une fois, pas simplement sur de la sélection de track record et autour d'une thématique. On parlait de méga tendance. Finalement, il n'y avait pas forcément que l'intelligence artificielle qu'on aurait pu identifier à la base. On avait imaginé aussi et creusé beaucoup sur tout ce qui allait être transition démographique, qui va être un sujet, et de la même manière une chaîne de valeur assez conséquente entre les sociétés de la silver economy et tout ce qui va être l'immobilier pour loger nos seniors dans les prochaines décennies. Mais il se trouve que on s'est positionné sur le sujet de l'intelligence artificielle. Comme tu l'as dit au début de l'entretien, l'idée, ça va pas être forcément de mettre en avant uniquement le produit. Plutôt intéressé par le côté de parler de cette thématique-là, d'où ça vient, quelles sont aujourd'hui les approches de l'investissement. Et effectivement, si demain certains peuvent être intéressés, on en sera bien évidemment ravis. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt donner une vue d'ensemble effectivement de l'IA. Très clair. Allons-y. On va commencer par un petit cours d'histoire sur le domaine. Parfait. Au-delà des fantasmes et au-delà des buzzwords, l'IA, finalement, c'est beaucoup de mathématiques, beaucoup de puissance de calcul et des modèles de probabilité.
Dans ce sens-là, on pourrait presque la faire remonter au milieu du XXe siècle avec Alan Turing, qui effectivement a apporté énormément à l'informatique par l'approche des mathématiques et des modèles. Derrière, mais c'est quelque chose d'ailleurs, il est important. À l'époque, il l'avait particulièrement souligné, même si cette IA-là était beaucoup moins performante que celle d'aujourd'hui, il avait particulièrement souligné l'importance du mot artificiel dans l'intelligence artificielle. Ça reste, encore une fois, pas de la magie, ça reste des maths, c'est pas une personne qui parle en face. Je comprends, et d'ailleurs peut-être ça vaut le coup de définir ce que c'est que l'IA. C'est vrai qu'on a l'impression par moment qu'on réinvente avec des nouveaux mots, des notions qui existaient déjà. Peut-être il y a quelques années c'était ML, après c'était Deep Learning, maintenant c'est IA. Le big data, les réseaux de neurones, voilà. Tout ça. Concrètement, déjà quelle est ta définition, la définition que vous allez prendre en compte chez Clean Capital, et qu'est-ce que ça englobe et potentiellement qu'est-ce que ça n'englobe pas? Est-ce que c'est tout ce qui est algorithmique et qui facilite la prise de décision? Enfin voilà, sûrement une définition plus globale, complète, mais quelle est votre définition de l'IA? Pour moi, finalement, c'est relatif à tout ce qui va être les modèles mathématiques, et j'insiste là-dessus, qui vont permettre d'automatiser des tâches qui vont être soit de création, soit d'exécution. Donc on est assez... J'adore la science-fiction, mais effectivement, on en est assez éloigné. Mais encore une fois, au final, quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, tout ce qu'il fait uniquement, c'est calculer la probabilité de ce que devrait être le prochain mot sur lequel il va vous répondre. Alors bien évidemment, il a été nourri et gavé d'informations pour réussir à faire ça. Mais encore une fois, plus que finalement le fantasme qui est autour de l'IA, moi, ce qui va énormément me plaire, ça va être l'évolution qu'on a vue au fil du temps. Vous le voyez sur ce slide, il y a aussi la première fois qu'un modèle a battu Kasparov aux échecs, qui a retourné tout le monde. Toute l'évolution techno qu'il y a eu grâce à Internet au cours des 30 dernières années. Mais aujourd'hui, ce qui me fascine particulièrement, et je sais pas comment toi tu le vis, mais c'est cette accélération là qu'on peut voir depuis 2 ans et demi. Sur une partie de l'IA, sur des algorithmes de LLM. Ouais. Grosso modo, c'est ça qui, effectivement, a marqué une énorme rupture, en tout cas dans notre quotidien, là où il y avait d'autres pans qui avaient plutôt bien avancé, comme celle de l'image, par exemple, qui avait eu des résultats assez bons. Le LLM a vraiment changé toutes nos habitudes tout de suite, très rapidement. Et ça a marqué un grand boom. C'est ça, ce qui est fracassant, en fait, c'est que c'est un petit peu à l'image d'Internet au début des années 2000 ou fin des années 90, où finalement, au début, seuls les geeks savaient ce qu'ils allaient pouvoir en faire, et puis finalement, c'est rentré dans le quotidien de tout le monde de la même manière que les smartphones. Encore une fois, au-delà de la technologie, c'est plus l'adoption que je trouve particulièrement fascinante. Je suis d'accord. Peu importe les âges, c'est vraiment rentré dans notre quotidien, c'est facile à utiliser, il y a de l'interface, etc. Et c'est finalement ce qui... toute société, toute la valeur qu'elle crée, finalement, ça reste l'usage du consumer à la fin, qu'il soit B2B, B2C, et le fait que ce soit diffusé au-delà des sphères des geeks et aussi rapidement, c'est quelque chose qui est pour moi révolutionnaire et qui nous fait dire qu'on rentre dans une nouvelle phase finalement. Hyper clair. T'as mentionné, je me fais l'avocat du diable, l'arrivée d'Internet. D'un point de vue investissement, il y a aussi une bulle de cet investissement-là, même si finalement les grands mastodontes d'aujourd'hui, pour beaucoup, viennent de ce moment-là. Peut-être comment est-ce que tu estimes qu'il y a des similitudes avec finalement cette période années 2000, et en quelque sorte comment vos équipes, vous arrivez à peut-être éviter une certaine forme de bulle, si tu estimes qu'il y en a une, encore une fois, voilà là-dessus. Donc, comment est-ce que tu considères à quel point il y a une analogie sur les années 2000 entre Internet et IA, et s'il y a une analogie forte, on sait que après l'irruption d'Internet dans nos vies, il y a eu une certaine survalorisation des entreprises. Comment éviter en tant qu'investisseur de succomber un peu à cette bulle-là? Qu'est-ce que vous avez fait en interne pour vous prémunir de ce potentiel risque? Ouais, alors, ce qui est certain, c'est qu'en premier lieu, j'irai pas mettre l'intégralité de mes économies sur Nvidia actuellement. Moi non plus. C'est pas, pour moi, cela dit, il y a énormément, si on met Nvidia de côté, qui atteint des sommets de valorisation,
mais qu'on creuse un petit peu, on reste quand même sur une société qui dégage une rentabilité et une marge incroyable. C'est l'une des premières différences avec ce qui se passait au début des années 2000, où à l'époque, les investisseurs ont totalement vrillé, dans le sens où il y avait ce côté survalorisation et emballement au-delà des métriques. Donc c'est ça, le premier point, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une plus grande forme de rationalité. Le deuxième point, c'est qu'à l'époque, tout finalement ce qui a provoqué la crise, si on s'en rappelle, ça a été ce côté de rachat excessif de sociétés .com, confusionnées en espérant faire augmenter la valorisation globale, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas cet emballement global finalement. Vraiment, ce qu'on voit, c'est des acteurs de la tech qui font de la performance, qui utilisent l'IA dans leur process, etc. Mais encore une fois, si on reprend ma définition très large de l'IA tout à l'heure, il y a moins ce côté finalement centré. Alors, bien évidemment, on pense à OpenAI et Nvidia, les grands étendards, mais effectivement, je vais avancer un petit peu parce que ça va être intéressant. Mais effectivement, au-delà de ça, il y a moins ce côté-là, l'impression que tous les acteurs finalement aient ce côté-là FOMO. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des investissements colossaux qui sont en train de se déployer sur l'infrastructure, sur tout ce qui va être création de data centers, qui finalement sont la puissance de calcul qui permet le fonctionnement de l'IA. Et d'une certaine manière, tous ceux qui ont contribué à l'époque au financement des réseaux Internet, des réseaux fibres, sont pas ceux qui ont été les plus mécontents. Dernier point, effectivement, la bourse, ça reste quelque chose qui est imprévisible. Et nous, finalement, cela fait partie de la chaîne de valeur de l'IA. On peut pas, si on rate les boîtes cotées, on n'aura pas toute la chaîne de valeur de l'IA, mais ça doit être qu'une composante finalement de toute la chaîne de valeur globale et finalement de l'investissement qui est réalisé dans l'IA. C'est vrai que comparé aux années 2000 avec l'irruption d'Internet, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y avait presque que des nouveaux acteurs à cette époque-là. Là où finalement aujourd'hui les leaders de l'IA sont des acteurs qui sont eux-mêmes déjà listés, les Microsoft, les Nvidia, Alphabet peut-être, qui sait. Donc ça, c'est effectivement le premier axe très fort différenciant. Et donc vous avez très concrètement dans votre analyse estimé nécessaire d'avoir une partie d'actions cotées. Et il y aura sûrement certains de ces noms qu'on a cités. Mais donc effectivement pas suffisant. Il y a toute une partie peut-être de non cotés sur une vision d'infra, j'imagine, une vision dette privée, private equity. Pas de dette privée, c'est quelle est un peu sur les autres classes d'actifs la réflexion pour une inclusion ou une exclusion de ces classes d'actifs là. Ouais, même sur le côté, il faut savoir qu'aussi il y a des sujets de diversification qui peuvent être très très larges, même si on met de côté le sujet risque systémique. Encore une fois, j'irai pas forcément, comme je disais, tout mettre sur le seul acteur le plus étendard, le Nvidia, mais au-delà de ça, je suis convaincu que tous les acteurs de la tech et au plus global, tous les acteurs corporate vont bénéficier de cette vague-là. Une fois que ça s'est dit, effectivement, on a une approche très infrastructure via effectivement le financement de data center. Ça se fera au travers de fonds qu'on a sélectionnés. Un fonds européen, DTCP Capital, mais on pourra y revenir un peu plus tard, et un fonds nord-américain, Blackstone, qui est très connu pour l'immobilier, mais aussi le premier propriétaire et le premier investisseur dans les data centers au monde. Donc, ces deux acteurs-là représenteraient à peu près pour 50% de la poche. Et à côté de ça, tout un pan qui va être le private equity, mais le private equity plus late stage. Typiquement, l'un des fonds qu'on aime bien dans le lot a récemment racheté une filiale d'Intel. Du moins, il a pris le contrôle à 51% d'une filiale d'Intel qui fait des puces programmables. Finalement, on est très loin effectivement du modèle de LLM, mais véritablement sur ce côté d'investissement très très late stage. Je comprends, très clair. Je te remercie. Excuse-moi si parfois je pose des questions qui ont lieu plus tard dans la présentation, mais c'est passionnant. Oui, peut-être un mini retour sur la pyramide. Voilà. Sur la chaîne de valeur de l'IA. Effectivement, si on la dézoome un petit peu, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de hardware.
Ça renvoie à la fameuse métaphore des vendeurs de pelles et de pioches. Beaucoup de créateurs d'applications au sein des différents corporates et boîtes listées. On pense évidemment tout de suite au Google, au Microsoft, etc. Mais on pense aussi qu'il y a de nombreuses boîtes de l'économie peut-être plus traditionnelle qui vont réussir finalement à bénéficier de tout ça. Et j'en profite, c'est amusant que tu reprennes cette expression-là, puisque un de ceux qui nous regarde, je ne parlerai que de son prénom, Pierre, avait posé la question au tout début du webinaire. Quand on pense à l'histoire des chercheurs d'or et des vendeurs de pelles, y a-t-il intérêt à investir sur l'IA ou sur les vendeurs de data, de systèmes de stockage ou de production d'énergie type SMR? Eh ben, j'aime beaucoup le retour de Pierre parce que je suis d'accord avec lui, comme vous l'avez compris, à ce sujet-là. Encore une fois, finalement, les créateurs de modèles, il y aura très très peu de gagnants. Je peux peut-être avancer un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, sur les deux manières d'investir dans l'IA, il y a effectivement le côté, mais on en a longuement parlé, des sujets de fluctuation, manque de diversification si on fait que du côté, mais aujourd'hui, ça paraît être le plus évident. Et je présentais sur Nvidia un peu plus tôt, mais je connais de nombreux investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent sur Nvidia au cours des 12 derniers mois. Cela dit, il y a ce côté-là, imprévisibilité, fluctuation et quand on monte des fonds de fonds, c'est pas comme quand on propose des startups à l'investissement. Il y a cette responsabilité de monter un produit suffisamment diversifié parce que l'investisseur s'attend, quand il investit dans un fonds de fonds, à avoir un risque beaucoup plus diversifié qu'un fonds d'investissement direct. Donc voilà un petit peu pourquoi le côté, pour nous, on est une composante. Et le sujet, du coup, des chercheurs d'or, ça va plutôt être le private equity. Aujourd'hui, ça pourrait se faire via tout ce qui va être club deal, investissement dans des fonds qui vont investir dans des jeunes startups du domaine. Mais pour investir nous-mêmes dans les startups, ça reste tout de même pas évident. Aujourd'hui, peu de sociétés. Sur tous les decks de startups qui existent, il y aura les mots IA comme il y aura les mots Web3 il y a 4 ou 5 ans. Et encore une fois, je suis pas certain qu'il y aura beaucoup de gagnants sur ce marché. Je pense qu'il y aura véritablement quelques gros gagnants sur chaque continent. J'espère Mistral pour l'Europe et effectivement aux US OpenAI. Et je pense qu'au-delà de ça, ça va être surtout des boîtes qui vont utiliser l'IA comme un tool pour faire leur business demain. Donc plutôt pelle que chercheur d'or. Exactement. Très clair. Écoute, sur ça, peut-être passons effectivement à la slide suivante sur la taille de marché. Ouais. Peut-être effectivement des stats hyper intéressantes. 21% sur l'impact du PIB américain d'ici 2030. Ça, c'est effectivement colossal. Une taille de marché à 407 milliards et des dirigeants qui estiment l'IA comme acteur incontournable. Donc, effectivement, quand vous avez eu ça en ligne de mire, votre idée, encore une fois, donc c'est plus sur un sujet de pelle que de chercheur d'or. Et donc, miser avec une diversification suffisante. Et vous avez donc été forcé d'aller aussi chercher sur du non-coté, parce que si c'était que sur du listé, il y aurait une concentration d'acteurs potentiellement non désirable pour l'investisseur final qui pourrait décider de vous faire confiance. Et on fait face aussi à des risques systémiques de marché où d'un seul coup, effectivement, tous les marchés pourraient plonger. Au-delà de ces gros chiffres de taille de marché que finalement on peut revoir dans de nombreuses présentations, peu importe quelle qu'elle soit, de montrer que toujours les chiffres sont grands. Le véritable conviction à ce niveau-là, si je peux faire une parenthèse de mon côté, en étant dans le milieu de la tech, c'est des choses qu'on voit. On arrive finalement à percevoir ces mouvements-là et j'ai véritablement le sentiment que demain, l'entreprise ou même l'employé qui va pas forcément commencer à intégrer ça dans ses process, à l'utiliser, etc. Même si aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément évident en termes de cas d'usage, je pense que ces sociétés-là ou ces individus-là risquent de prendre du retard. Et on le voit aujourd'hui dans nos procès. Je sais pas si aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles vous penchez de votre côté, mais
mais effectivement, c'est des stats qui me paraissent aujourd'hui tout à fait cohérentes quand je vois l'usage purement personnel qu'on peut en faire chez nous, que ce soit dans la création de produits, que ce soit dans le code, que ce soit dans le développement, que ce soit dans des revues de docs divers et variés, etc. Il y a certains sujets où l'IA dépasse l'humain en termes d'exécution rapide. C'est ça qui est important, c'est que ça aide à la vitesse et à la rapidité. Quand l'IA vous fait du code ou du développement, il faut toujours qu'il y ait une personne senior qui revoit, qui contrôle, etc., etc. Mais par contre, effectivement, l'aide que ça peut apporter à, je pense, à peu près tous les métiers du tertiaire est juste incroyable. C'est sûr, en tout cas, je partage effectivement ta vue que on en est que au début et qu'il faut prendre ce pli-là. Tu souhaitais dire un mot sur... Non, tout simplement qu'il y a effectivement globalement un consensus de beaucoup d'acteurs, mais je comprends aussi d'où vient effectivement ta question tout à l'heure sur tout ce qui allait être risque de bulle, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas anxiogène, encore une fois, en tant qu'investisseur, nous, effectivement, on a une vision qui est très basée sur la data quantitative. Alors, chaque événement est indépendant. L'histoire, elle va pas se répéter de manière exacte, 100% précise, mais il y a toujours des éléments à prendre en compte sur les précédentes crises, sur les précédents cycles économiques, sur les précédentes grosses innovations. Et donc, vu que tu avais mentionné Internet, oui, il y a eu des énormes acteurs qui ont émergé. On a tous envie d'y investir et d'y investir plutôt hier que demain, certes, sans que ce soit facile à réaliser. Mais il y a eu aussi nombre d'entreprises pour qui ça s'est un peu moins bien passé. Et effectivement, certains avaient utilisé le terme de bulle. Donc, j'imagine que vous avez effectivement fait cette analyse, ces comparaisons pour voir justement qu'est-ce qui était comparable, qu'est-ce qui l'était pas. Et à partir de là, justement, créer ce portefeuille fonds de fonds avec des vues très claires sur certaines régions, des vues très claires sur les différentes classes d'actifs. C'est pour ça que je posais la question. Moi, je suis pas là pour supposer que c'est une bulle ou pas à titre personnel. Enfin, c'est pas le sujet d'ailleurs du webinaire. Je ne pense pas spécialement que ce soit une bulle, mais ce n'est pas évident d'investir dans une technologie naissante. Et déjà beaucoup de courage d'avoir eu le nez creux de vous positionner assez tôt. Mais en quelque sorte, le plus dur commence pour vous et très heureux de comprendre ce qu'il y a sous le réacteur derrière. Tout à fait, ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme j'ai expliqué, il y a ce consensus de beaucoup d'acteurs et finalement pas les acteurs de la finance. Et ça, c'est un point qui est important. Les grands acteurs corporate qui se sentent obligés effectivement d'aller dedans et d'en devenir des usagers. On peut passer, si tu veux, un petit peu plus sur le produit. On a parlé tout à l'heure un petit peu de Blackstone pour effectivement, ce slide était pour rappeler que au-delà de leur métier de l'immobilier, ils sont devenus le plus grand fournisseur de centres de données. Parce que d'ailleurs, tu considères que les data centers et l'immobilier, c'est fondamentalement différent, ou maintenant on considère les data centers comme faisant partie de l'immobilier? Est-ce que c'est un équivalent de l'hôtellerie où on sait qu'il y a beaucoup d'investissements il y a une activité marchande derrière? Voilà, est-ce qu'on peut le comparer, les data centers, à de l'hôtellerie? Pour le coup, là où ça s'en rapproche, c'est qu'effectivement, contrairement à d'autres pans de l'infrastructure, les data centers, c'est du bâtiment, il y a besoin de murs. Là où, pour le coup, il y a, à mon sens, une plus grande différence, c'est à la fois au niveau des capex initiaux à investir et derrière au rendement qu'on espère tirer d'un data center. Effectivement, quand on voit les prévisions d'usage au cours des prochaines années, c'est quelque chose sur lequel on le sait qu'aujourd'hui il va y avoir une rentabilité fabuleuse sur l'investissement sur les data centers. Le risque étant toujours lié finalement aux capex qui sont mis en face. Les pouvoirs publics en investissent également beaucoup, et donc ça va falloir finalement être assez fin dans le dimensionnement. Très clair, merci. On avait parlé effectivement également de Silver Lake, qui est un fonds qu'on aime beaucoup, qui récemment, comme je disais, ils avaient repris le contrôle d'une filiale d'Intel dans les puces programmables.
de fonds qui font partie de la thèse. Et comme on le disait tout à l'heure, l'idée de ce fonds de fonds thématique, c'est d'être particulièrement diversifié. De l'infrastructure, du fonds immobilier, les deux s'en rapprochent un petit peu, comme on en a déjà parlé, derrière du côté et du private equity. Un quart. Ouais. Dans l'objectif Exactement. d'investissement. Je ne sais pas si tu as le droit de le partager, mais je vais quand même poser la question, et si tu peux pas, ne le fais pas. Donc là, le fonds a commencé à se déployer. Est-ce que vous y commencez immédiatement à faire 25, ou vous avez, pendant la durée d'investissement, le droit de dévier un petit peu? Est-ce que vous avez une vue, justement, sur est-ce que vous voulez prendre une surpondération sur l'amorçage, sur certaines classes d'actifs versus d'autres? Non, l'objectif, c'est véritablement de rester sur cette sélection-là. Mais par contre, un point qui est intéressant, c'est qu'on a sélectionné sur les 3 thématiques que sont immobilier, côté et infrastructure, 3 fonds uniques qui nous paraissaient, ne serait-ce que par leur track record, la stratégie d'investissement des gérants et leur approche du modèle IA, particulièrement solide. Le private equity, c'est toujours un sujet, et pourtant on est amoureux du private equity chez nous, c'est toujours le sujet qui pour nous va amener finalement le plus de variance dans la performance de l'investissement. Globalement, la partie infrastructure immobilier, c'est des choses qui vont venir lisser. Le private equity, pour le coup, peut y avoir plus de variance. C'est ce qui fait qu'on a décidé que cette partie private equity là, de l'étaler sur plus de fonds. Au premier plan, Silver Lake et PSG Equity. Signalfire que il est là et ça va répondre à ta question. C'est un fonds de venture américain qui nous plaît bien pour apporter un petit peu cette dimension-là. Mais aujourd'hui, on se pose encore la question si c'est quelque chose qu'on va intégrer. Très clair. Pour la stratégie, on va s'en tenir au 25. Pour une raison assez simple, évidemment, s'il y a des retournements de marché ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on attendra un petit peu plus pour déployer, par exemple, la partie côté, si par exemple on sent que c'est monté trop vite, que c'est en surchauffe, etc. Mais aujourd'hui, on y tient quand même à cette stratégie-là et au fonds qu'on a sélectionné, parce qu'au final, c'est la stratégie qu'on s'est donnée, c'est la stratégie qu'on vend, c'est la stratégie qu'on explique, et l'idée c'est de ne pas en dévier. Une question d'une personne qui nous regarde, Jérémy, en l'occurrence, sur l'investissement coté. Vous le réalisez sur du single name, vous le faites via des ETF, et s'il y a certains ETF, quelles sont ces thématiques, ces régions qui ont été sélectionnées de par votre analyse? Eh ben, on le fait pas en direct, on le fait au travers de la SICAV Dodo, qui est une équipe qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, instant pub pour eux. Si jamais il y a que le côté qui vous intéresse, c'est des gérants que nous on aime bien pour plusieurs raisons. C'est que déjà leur fonds a été monté en 2018. Donc déjà il y avait ce côté anticipation là-dessus. Ils ont bien évidemment su bénéficier des belles vagues Nvidia, etc. Mais aujourd'hui ils sont suffisamment diversifiés pour que ces grosses valeurs-là ne représentent que 2-3% de leur portefeuille et encore ils s'avancent de manière relativement prudente là-dessus. Notre côté, il nous fallait un acteur comme ça parce que on vient du private equity. Le côté, c'est véritablement un métier et honnêtement, c'est le gros intérêt des fonds de fonds, c'est que ça nous permet effectivement, à mon associé et à moi, de se dire qu'on sait analyser des gérants, on sait analyser du track record, on sait analyser une stratégie. Par contre, aller faire des arbitrages sur le côté, on n'aurait pas su faire. Et sans le modèle fonds de fonds, on n'aurait finalement pas été en mesure finalement d'aller réaliser ces investissements-là. Oh, vous allez prendre une expertise pour concevoir le meilleur fonds selon votre thèse pour le client final. Ça me semble effectivement très très cohérent. Merci, je vais en profiter pour une autre question de Pierre, qui est justement que peut apporter l'IA dans des stratégies de cross-asset management. Donc j'aurais adoré y répondre, mais c'est toi l'invité, donc vas-y.
Tu penses en termes purement utilisation de produits? Ah, moi, je sais pas à quoi je pense. Je pose la question de Pierre, donc tu pourras interpréter la question. Et si Pierre considère que tu n'as pas répondu à la question, il l'affinera. Alors, en termes purement d'actifs, effectivement, pour nous, c'est une vague à prendre. En termes d'utilisation, purement d'outils pour savoir si c'est quelque chose qui va pouvoir guider vos décisions, je continuerai d'agir avec prudence maintenant. Cela étant dit, on a tous vu les premières images générées par l'IA, les premiers modèles générés par l'IA d'il y a 2 ou 3 ans. On est sur une courbe exponentielle qui est telle que peut-être qu'il y a un monde où demain, des outils d'IA vont pouvoir vous aider à vous guider là-dedans. Après, in fine, je reste quand même persuadé que l'IA va être forte pour la partie automatisation, génération, mais que la partie prise de décision sera pas forcément toujours pertinente. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui savent faire de l'arbitrage, mais encore une fois, l'arbitrage, c'est uniquement être plus rapide pour voir qu'il y a un endroit qui est moins cher pour aller acheter là-bas. Mais prendre une vraie décision via un algorithme pour dire qu'il faut investir dans telle ou telle valeur ou construire son portefeuille de telle manière, je suis pas certain. Tu avais très envie d'apporter ta pierre à l'édifice de la question. Je le ferai pas, mais effectivement, c'était mon premier métier. Et sur ma casquette Ramifac, une partie de nos investissements peuvent être en tout cas, ils sont algorithmiques. Donc après, ça dépend de la définition qu'on a de l'IA ou pas, mais oui. Mais ce n'est pas le sujet du webinaire. Donc on va peut-être continuer. Tu nous as bien fait sentir les raisons de certains choix des fonds. Peut-être prendre un tout petit peu de recul et que tu nous réexpliques exactement comment vous avez réalisé ce processus très strict de sélection des fonds dans votre fonds de fonds. Ouais, bien sûr. C'est finalement un waterfall qu'on aime bien présenter parce que le fonds de fonds, on a souvent l'impression que finalement c'est juste un véhicule qui a servi de pochette à mettre les fonds en dessous et que finalement c'est l'intermédiaire. C'est vrai qu'une fois que le fonds est lancé, que les allocations sont prises en termes de fonds, finalement c'est des choses qui roulent. Tout le travail a été fait en amont justement sur cette sélection-là. Et parce que c'est un fonds fermé. C'est vrai que si vous avez été un fonds evergreen, en réalité, en fonction, vu que ça a une durée infinie, techniquement, vous auriez potentiellement dû continuer à faire un autre niveau de sélection. Mais là, effectivement, a priori, l'essentiel de votre travail, a priori, mais si je me trompe, tu me le dis, clairement, et s'initie sur la phase d'amorçage, moins sur l'aspect plus distributif dans un deuxième temps. Ouais, finalement, après coup, notre métier, ça va surtout être de faire vivre les choses. Contrairement à des startups chez qui on pourrait aller en board pour les accompagner, travailler avec les entrepreneurs comme on le fait sur notre fonds de venture. Un fonds de fonds, on va pas prendre l'avion pour aller expliquer à Blackstone qui doit peser des centaines de fois ce que nous pesons, comment ils vont faire leur métier. Après coup, notre métier, ça c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous, c'est un investissement, c'est quelque chose qui doit vivre, doit y avoir de l'histoire, doit y avoir pas simplement du reporting un peu classique, et ça c'est quelque chose de particulièrement important pour nous. Ça va être en permanence du webinar, de la redescente d'informations, du point d'actu sur les tendances finalement qu'on redescend de ces fonds-là, comment on anticipe les choses, comment on voit les choses. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre, mais donc ça, ce que vous proposez, c'est pour les family office, les CGP, ou c'est directement pour l'investisseur final, ou les deux d'ailleurs? Ça va être pour les deux. Ça va être pour les deux, effectivement. Quand on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine qui font investir leurs clients, selon le temps qu'ils ont ou l'envie de participer, ils ne le font pas tous, mais par contre, effectivement, il y a beaucoup d'appétence des clients et de certains distributeurs qui viennent poursuivre ce qui se passe. Et ça renvoie à des valeurs comme la transparence. La seule point où effectivement on aura un impact, et c'est quelque chose qui va être important, ça va être sur la partie cotée. Il y a un moment, dans la durée de vie du fonds, on va prendre la décision, cette poche cotée-là, de la liquider pour pouvoir redistribuer aux investisseurs.
Donc ça, c'est intéressant, effectivement, parce que tu pourrais attendre la durée du fonds, j'imagine 10 ans. Ou c'est ça, c'est 10 ans la durée du fonds. Mais vous réservez le droit. Il est très probable que vous fermiez la poche de côté avant ces 10 ans. Bien sûr. Effectivement, on n'attendra pas le dernier jour de l'année 10 parce que ça revient à laisser les choses au hasard. Clairement, si on sent que dans 2 ans, il y a eu de l'emballement, du gros décollage et qu'on peut aller chercher un peu de perf, on liquidera effectivement à ce moment-là la poche cotée, quitte à ce qu'on se dise que ça fera quelques appels de tranche en moins pour les investisseurs, si c'est quelque chose qu'on arrivera à faire. À l'inverse, on se donne 10 ans devant nous avec ce fonds-là. À l'inverse, si les marchés années 3, 4, 5 se retournent pour les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt, clairement on n'aura aucun sujet à attendre quelques années de plus pour la liquider cette poche cotée-là. Mais clairement l'objectif c'est pas de laisser au hasard et d'essayer finalement d'avoir un moment opportun pour pouvoir la céder. Par contre, sur tout le reste, tu as tout à fait raison, le boulot il a été fait en amont. Et le boulot, c'est ce que vous voyez finalement sur cette présentation-là, c'est des mois et des mois où avec une partie de l'équipe et mon associé et moi, on passe nos semaines et concernant mon associé et moi, nos week-ends à éplucher finalement des fonds, des brochures de fonds. À partir du moment où on savait déjà ce qu'on voulait faire, ça a un peu facilité la tâche. Parce que finalement, il n'y avait pas que le regard uniquement les plus gros fonds, le plus gros track record, les plus gros noms. Il y avait vraiment cette approche-là. Qu'est-ce qui fait sens pour constituer les briques de la pyramide de la chaîne de valeur? On a écrémé, on est arrivé à peu près 150 gérants, on a consulté ce qu'il y avait derrière. En réalité, on en a sorti assez facilement un tiers parce que à un moment donné, même si évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures, à un moment donné, ça reste un faisceau d'indices et un indicateur fort pour sélectionner tel ou tel fonds. Et derrière ça, on a poussé les due diligence, et quand je dis pousser, c'est au moins 3 à 4 rendez-vous avec environ une bonne vingtaine d'entre eux pour arriver au final à la sélection de 6 gérants que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc il y a eu vraiment ce boulot-là effectivement de construire la strate. C'est un produit, la première fois qu'on en parle, c'est à peu près en avril 2024. Donc, il y a eu vraiment tout ce travail-là qui a été fait de se dire comment on approche le sujet. Même si on était très branché sur la tech, le sujet infrastructure, c'est aussi un sujet sur lequel on a dû énormément se plonger pour bien comprendre aussi qui sont les acteurs sur ce marché-là. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a une grosse partie du travail qui a été fait en amont de ce lancement du fonds. Et du gros boulot, parce qu'effectivement, partir de 2000 et quelques, c'est ça? Si je lis ça, 2000 à 6. Ouais, en réalité, effectivement, véritablement les fonds qui, une fois qu'on a sorti tous les fonds qui rentrent pas dans la thèse, ça a été quelques centaines que derrière on a vraiment sorti plutôt facilement, mais finalement, effectivement, il y a eu tout ce travail-là de sélection qui a été fait pour en faire un produit assez unique. Absolument. Mais fais-nous peut-être sentir comment après cette phase-là se déroule, parce que 23 due diligence réalisés. Vous avez sélectionné 6 gérants. Potentiellement, il y en avait plus que 6 qui vous intéressaient. Mais ça vous intéresse. Il y a certains fonds qui peuvent être sursouscrits. Ils ont peut-être des minimums d'investissement et peut-être ça peut être contraignant pour vous. Comment s'est passée la discussion? On parle d'une thématique qui effectivement parle maintenant à beaucoup d'investisseurs, que ce soit institutionnels ou particuliers. Est-ce qu'il y a un embouteillage là-dessus? Comment finalement arriver à avoir une part des fonds que tu as pu citer? Alors, je vais peut-être démystifier certaines choses et être un petit peu provoquant. La valeur finalement d'un fonds de fonds, à mon sens, ça va être la thèse, ça va être la sélection des gérants, ça va être de se dire effectivement, avec un investissement, je peux avoir accès à 5, 6 ou 7 fonds. Par contre, j'adhère pas toujours au discours qu'on entend parfois, qui est de se dire c'est des fonds totalement inaccessibles, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, etc., etc.
En réalité, évidemment, faut des tickets qui soient conséquents, mais finalement, c'est tous ces gérants-là, ils sont finalement comme nous, ils cherchent à faire du business, ils cherchent à lever leurs fonds pour derrière pouvoir les déployer, etc. Et aujourd'hui, ils sont ravis effectivement d'avoir des nouveaux entrants, comme c'est notre cas. Pour le coup, on a honnêtement pas essuyé de refus. Aujourd'hui, en termes de taille de ticket qu'on peut envisager, on est même au-dessus de ce qu'on avait prévu et de ce qu'on leur avait annoncé au départ, qui leur convenait très bien. Donc effectivement, pas tant de sujets finalement de côté inaccessible. Surtout que généralement ces fonds-là, ils savent aussi que il y a un côté aussi partenariat dans le temps. Ils vont aussi se dire que ils font entrer une nouvelle société de gestion comme nous. Peut-être que notre fonds prochain, le fonds, aujourd'hui on a 2 fonds, peut-être que le fonds 3, 4, 5, on continuera de les suivre, on aura envie d'y retourner également. Donc non, effectivement, pour démystifier, il n'y a pas ce côté qu'on peut entendre de manière exacerbée sur le côté totalement inaccessible. Le particulier, il peut pas rentrer à seulement un ticket à 100 000 euros dans la plupart de ces fonds-là en direct. Et encore, pour certains, ça pourrait être le cas. Mais il n'y a pas non plus le côté de se dire si on n'est pas la société de gestion qui gère un milliard pour y rentrer dedans. C'est vrai que par moment, on peut recevoir certains gérants qui n'ont pas le même son de cloche, donc c'est hyper intéressant. Peut-être parce que le temps défile un petit peu et donc on veut essayer de respecter ces 1 heure de temps. Peut-être reprendre une vue un peu plus macro sur ton fonds qui représente finalement votre vision de la stratégie à adopter sur le secteur de l'IA, peut-être voir les répartitions géographiques et d'autres visions. Donc on a vu le 25-25-25-25, peut-être voir ce fonds sur une autre vision. Ouais, tout à fait. Au-delà du secteur, on le savait, à notre grand regret d'ailleurs, on allait être obligé de traverser l'Atlantique pour pouvoir exécuter cette stratégie-là. On a des forces en Europe, et d'ailleurs ça se montre très bien avec le fonds allemand DTCP, qui va être un des premiers investisseurs dans ce secteur-là. Mais encore une fois, si on traversait pas l'Atlantique, non seulement on n'aurait pas été sur toute la chaîne de valeur, et encore une fois, l'IA est une révolution sur laquelle en Europe on reste en retard par rapport aux mastodontes américains. C'est ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde où les fonds dans lesquels on va investissent eux-mêmes, va y avoir effectivement un peu plus de la moitié qui va se faire sur le continent américain. Via effectivement des TCP, d'autres investissements en private equity, il y aura également de l'Europe, et très à la marge, parce que effectivement ces fonds-là dans lesquels on investit regardent le monde entier. Il pourrait y avoir des investissements en Asie, etc. Mais ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que ça reste un fonds majoritairement Amérique du Nord, Europe. Même si 50% dans le monde de l'investissement, par exemple, si on regarde les ordres de grandeur dans le monde du côté, c'est moins qu'aujourd'hui la market cap des États-Unis par rapport au reste du monde. Donc c'est certes majoritairement en Amérique du Nord, mais malgré tout plus diversifié si on regarde l'aspect région qu'un ETF MSCI World en ce sens. Et si on peut faire effectivement une petite parenthèse là-dessus, sur plus une conviction personnelle sur ce que devrait faire l'Europe à ce niveau-là. Encore une fois, il y a dans les médias beaucoup le côté de se dire on est ravis d'avoir notre Mistral AI, on les invite à l'Elysée, il faut qu'on construise le champion pour aller concurrencer OpenAI. Encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, l'IA, ça va être beaucoup plus diffus que ça. Et moi, ça m'intéresserait beaucoup plus aujourd'hui que les corporates qui sont pas forcément du milieu de la tech continuent finalement, ils ont déjà commencé, mais continuent finalement de monter en termes d'usage de cette techno-là.
Il n'y a pas besoin d'avoir inventé Internet pour avoir fait de l'argent, pour faire de l'argent avec Internet. Un petit peu de la même manière, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'être le continent qui a inventé les plus beaux et les plus gros modèles d'IA générative pour arriver à faire de l'économie et créer des industries autour de ça. Je vois. Même si on perd un peu la souveraineté, peut-être sans ce grand modèle-là. Donc, c'est peut-être ce qui explique que nos gouvernements européens essayent malgré tout d'en sortir un ou deux Bien sûr. à marche forcée, mais qu'ils essayent. Très clair. Peut-être sur les spécificités à proprement parler du fonds, on l'a un peu abordé, mais c'est important d'être complet, tout simplement. Et on a eu déjà quelques questions à ce sujet, notamment Jonathan, qui posait la question du ticket pour y investir, et si en fonction d'une certaine catégorisation d'investisseurs, ce ticket pouvait être amené à évoluer. Ouais. Pour le coup, sur ce fonds, on est sur un engagement d'investissement de 100 000 euros. Cela dit, comme beaucoup de fonds que vous devez connaître et que vous avez présenté chez Ramify, on fonctionne effectivement par appel de tranche parce que on n'a pas besoin de déployer tous les fonds immédiatement de la même manière que les fonds en dessous n'ont pas besoin de récupérer tous nos fonds immédiatement. Donc on va fonctionner par 5 appels de tranche qui vont être réalisés chaque année et qui vont représenter globalement 20% de l'engagement et de l'enveloppe. Donc cet appel de tranche, il arrivera une fois par an. On connaît à peu près les dates ou ça va aussi dépendre en réalité des fonds sous-jacents qui eux-mêmes font leurs appels de fonds. Il y a une visibilité là-dessus. Ouais. Alors ça va être 2 fois par an. D'accord, 2 fois par an. 2 fois par an. Effectivement, vous voyez 1er février, 1er juillet, c'est de l'objectif. Dans le monde réel, et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné sur nos fonds précédents, en particulier quand on a de l'investisseur particulier qui investit lui-même ses économies, on peut pas fonctionner comme avec un institutionnel à appeler les fonds 15 jours avant et en lui disant faut que tu te dépêches, etc. De manière générale, on anticipe, on prévoit toujours. Si à un moment on doit dévier par rapport aux dates, on se débrouille toujours pour prévenir les investisseurs suffisamment longtemps avant, d'où l'importance effectivement de ces communications là qui seront régulières. Et si à un moment on a besoin d'un peu plus d'argent que ce qu'on a appelé, mais on peut pas dévier à cette promesse-là parce qu'encore une fois, on fait pas n'importe quoi quand c'est de l'investisseur particulier. On envisagera potentiellement d'autres sources de financement sur le fonds. C'est des choses qui effectivement se font, de pouvoir à un moment emprunter un petit peu d'argent pour pouvoir avancer un appel de fonds en dessous et pas appeler trop tôt l'argent des investisseurs. Je comprends. Très clair. Donc c'est vous qui finalement prenez en charge cette gestion du cash qui est pas nécessairement si simple vis-à-vis des fonds sous-jacents dans lesquels vous avez investi pour fournir finalement le maximum de visibilité pour l'investisseur final. Ouais, la gestion du cash, elle se fait à ce niveau-là et elle se fait aussi à notre niveau. On investit beaucoup aux US, donc on va investir en dollars dans beaucoup de ces fonds-là. Et ça a été un des gros travaux qu'on a fait avant justement de lancer ce fonds-là, c'est d'aller chercher le petit agrément supplémentaire auprès de l'autorité des marchés financiers qui nous permettait justement de pouvoir aller se couvrir contre tout ce qui allait être risque de change. Vous êtes couvert à 100% sur ce risque de change. Ouais, on va pas jouer pour le coup, on va pas jouer avec ça quand on va se couvrir sur chacun. Donc effectivement, il y a cette dimension gestion du cash et gestion du risque de change. Très clair. Peut-être effectivement pour être complet sur l'étalement de ces appels de fonds et les objectifs de distribution, on a un peu abordé notamment sur l'aspect coté, peut-être un mot sur l'aspect aussi non coté qui reste majoritaire dans ce fonds. Ouais. Ce que vous voyez là sur ce slide, c'est en haut les appels de fonds, qui est divisé globalement en 5, 20 000 euros par an. Ce que vous voyez en dessous, c'est le business plan du fonds qui va indiquer les distributions qui sont prévues. Typiquement, ce qu'on voit année 4, c'est une grosse vente d'une partie de la poche cotée à ce moment-là. Okay. Petit disclaimer, ça reste du prévisionnel. Encore une fois, demain, la stratégie sur la poche cotée va faire bouger les choses, etc. Et effectivement, ça reste par rapport à ce qu'on a
anticiper, ne serait-ce que sur le track record de passer des fonds en dessous. Et le track record, c'est pas juste finalement une performance, c'est aussi un DPI. Quand est-ce qu'ils ont distribué, quel rythme de distribution, à quel moment, etc., etc. Donc on s'est beaucoup basé effectivement sur ce qu'ont fait les fonds par le passé pour construire ça. Dans le monde réel, ce sera pas le dernier jour de l'année 10 que d'un seul coup toutes les participations en dessous vont se revendre et que tout l'argent va remonter. Ce qu'on a vu par rapport à ces fonds-là, c'est que hormis la poche cotée, faut s'attendre à des redistributions entre l'année 5 et l'année 10 avec un fort accroissement entre l'année 5 et l'année 7. Si ce fonds atteint ses objectifs de faire x2, ça veut dire qu'effectivement, à ces horizons-là, on aura a priori rendu une fois la mise et les années qui resteront serviront à finalement faire la performance là. Au-delà de ça, vous dire effectivement que le chiffre qu'on a mis en année 5, est-ce que ce sera plutôt l'année 6 ou l'année 4 ou l'année 7 ou ce sera plus haut, plus bas, j'en sais rien. Ça a été effectivement, c'est quelque chose qu'on a construit par rapport à l'historique. Par rapport à l'historique. Ce qui est certain, c'est que dès qu'on récupère de l'argent, on le redistribue immédiatement aux investisseurs. Et je me dois de poser cette question, à quoi correspond le 2.4 de l'année 2 qui est très troublant, a priori. C'est les distributions de dividendes de la poche cotée. Ok, qui n'arriverait pas en année 3. Effectivement. Ok. Bon. Donc, tu l'as mentionné, et je pense que c'est en partie sur les termes et conditions sur la prochaine slide. Objectif, hein, c'est pas une assurance, encore une fois, c'est un investissement avec un certain niveau de risque. Quels sont les objectifs effectivement de performance et quelles métriques vous utilisez d'ailleurs pour définir la performance de votre fonds? Ouais, alors je suis un énorme fan moi du multi plutôt que le TRI pour une raison assez simple, c'est que le TRI d'un fonds, comme vous êtes, je pense, nombreux à le savoir, il va prendre en compte le moment où on appelle les appels de tranche, le moment où il y a les redistributions dans nos modélisations, qui, comme je vous l'ai dit, pourront varier d'une année sur l'autre, etc. Je crois beaucoup plus aux multiples qu'on vise faire, et l'idée, pour moi, c'est qu'on arrive à rendre un 2,05 net sur ce fonds-là avant les 10 ans. Vous l'avez compris, pour arriver à rendre x2, ça veut dire qu'il faudra déjà qu'on soit bien en chemin en ayant rendu le x1 aux environs des années 7 ou 8. Cela étant dit, si on s'est prêté à l'exercice, l'avantage du TRI, c'est que ça permet, du TRI net, c'est que ça permet aussi de corriger les effets de frais qu'on peut voir. On part du principe que ça va sortir un 17,2% de TRI. 17 de TRI, ouais. Et grosso modo faire x2 en DPI. Exactement. Basé sur le track record. Maintenant, la petite sauce secrète là-dessus, c'est que on espère que le pari qu'on prend sur la thématique IA va permettre finalement de la booster. Parce que quand on annonce fois 2,05, c'est si on avait été finalement le fonds de fonds assez classique qui se dit j'ai investi dans des gérants, par le passé ils ont fait X, donc on espère qu'ils vont faire X encore. Tout le pari qu'on prend, c'est que ces fonds-là qui se sont spécialisés dans ce domaine d'avenir, dans cette méga tendance, vont finalement réussir à le dépasser. Et ça veut dire que ces fonds-là, enfin, c'est des gérants, pour certains, ils sont effectivement pas tout nouveaux. Ils ont prouvé pendant de nombreuses décennies leur capacité à performer. C'est quand même souvent leur premier ou deuxième millésime sur la thématique, ou en réalité, ils ont un équivalent depuis de nombreuses décennies. Globalement, c'est beaucoup d'acteurs qui viennent du domaine de la tech. Ou encore une fois, on a beaucoup parlé du buzzword de l'IA. Finalement, les data centers, ça existe depuis que le cloud existe, depuis que le big data existe. Ça existe depuis un moment. Donc effectivement, c'est tous des acteurs qui ont leur track record sur cette thématique-là. Et nous, de notre côté, quand on a analysé les track records passés, évidemment, on s'est permis de sortir aussi quand les millésimes ou les fonds qui faisaient moins de sens parce que trop anciens, et également parce qu'ils étaient finalement trop éloignés de la tendance et de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais pour répondre plus simplement à ta question, c'est la plupart du temps des gérants qui ont fait de la tech par le passé. Très clair. T'as mentionné justement l'impact potentiel de certains frais. Est-ce que tu peux nous partager finalement l'ensemble des frais, que ce soit juste des frais de gestion annualisés, du carry s'il y a un hurdle, voilà, c'est quoi comment vous avez structuré le fonds aussi d'un point de vue frais? Ouais.
Alors, j'aime pas ce slide parce que c'est sûrement le slide qui est important et tout est écrit en tout petit, alors que justement, c'est les frais sur lesquels il y a toujours des questions, mais je pense que c'est aussi le job de Ramify si jamais Nous, on vous en essaie parlez, d'être le plus transparent possible, on est très faire à l'aise. remonter toutes ces infos. En gros, on est assez classique sur une part qui est à 2,2%. À côté de ça, il y a des frais d'entrée qui peuvent être sur un maximum de 5. Entre 0 et 5, et ça va dépendre du Family Office, du CGP. Ouais. En tout cas, c'est pas à votre main. C'est plutôt à la main des partenaires que vous pourriez choisir. Effectivement, pour le coup, quand on est avec un partenaire, on va pas gagner 1 euro là-dessus. Et derrière, du coup, c'est le partenaire, selon sa politique, qui va décider ce qu'il va en faire. On s'est mis une commission de surperformance, donc le fameux CARID. De manière générale, j'ai toujours été très critique sur les fonds de fonds qui prenaient du caride en me disant, parce que moi je venais du venture, j'étais au bord des boîtes, je me disais toujours, c'est pas eux qui accompagnent les participations, c'est pas eux qui font la sélection, pourquoi ils prennent du caride? On en est venu, d'une part parce qu'on était fiers de cette strate-là et assez confiants, et on pense qu'on avait un truc assez innovant, et on l'a mis en fait à partir d'un multiple distribué de fois 1,75. La logique étant derrière, qui est de se dire que pour nous, un fonds de fonds qui vise à faire 2 doit avoir une variance finalement relativement faible. Et si on sous-performe un peu moins, que ça fait 1,80 ou 1,90, ce sera bien quand même. On pense qu'on aura mérité effectivement notre caride là-dessus. Très clair. Une question à nouveau, et je pense que ça sera la dernière. On arrive effectivement au niveau de l'heure. Le montant de l'appel de fonds en juillet, donc ça sera le premier closing, c'est au 31 juillet 2025, donc ce mois. Ce serait le montant, c'est donc 10 000 euros, 10 000 euros si j'ai bien suivi. Non, 20 000 euros directement. Sur le premier, il sera de 20 000. On est sur l'année 0. À noter 2 points. Le premier, effectivement, le décaissement, il est anticipé entre début août et début septembre. D'accord. On sait qu'avec l'été, on risque effectivement de devoir laisser quelques jours au mois de septembre pour se faire. Et au-delà de ça, c'est un fonds qui derrière va continuer de collecter pendant un moment. Le seul point, c'est qu'effectivement, ce serait très injuste pour les investisseurs qui sont rentrés jour 1 d'être aux mêmes conditions que ceux qui attendraient 1 an et qui, en attendant, ont fait fructifier ces fonds-là ailleurs. Donc, tout simplement, il va y avoir une petite prime de souscription qui va venir se cumuler de jour en jour, qui va représenter, selon le taux Euribor à fin juillet, quelque chose entre 5 et 6% annualisé, qui va venir finalement augmenter le prix de la part. Si vous avez l'habitude de ce type d'investissement, vous savez qu'on ne gagne rien sur ces primes d'égalisation ou de souscription en fonction de comment on veut les appeler. Mais par contre, effectivement, ça sert finalement à corriger les différences entre les investisseurs là. Donc clairement, le meilleur moment pour y rentrer, pour rentrer dans ce fonds-là, c'est avant que cette prime s'applique. Mais effectivement, c'est un fonds qui va être en collecte pendant un moment. Oui, après c'est assez classique en fonction aussi des besoins de liquidité de chaque investisseur. Il peut préférer l'une ou l'autre des situations. Dernière question, promis, mais il y en a eu quand même un certain nombre. En tout cas, je te remercie parce que ça a été passionnant et il semblerait que ça a passionné ceux qui nous ont regardés. Donc vous aujourd'hui, en tant que société de gestion, vous allez travailler, les personnes avec qui vous travaillez, c'est des family office, des CGP. Est-ce que vous travaillez aussi directement avec des particuliers ou pas, ou vous restez finalement sur un système essentiellement d'intermédiation? Ouais, historiquement, on a toujours travaillé également avec des particuliers en plus de partenaires, sachant que l'idée, c'est pas de diffuser ce fonds de partout en masse et que les personnes avec qui on va travailler et qui vont investir en direct, ça représentera un petit nombre de personnes. On a décidé de se limiter parce qu'on trouvait que c'était un produit qui allait plaire à nos partenaires distributeurs et on voulait finalement pas les dépasser là-dessus. Pour répondre à la question de manière un peu plus franche là-dessus, s'il n'y a aucun intérêt à venir en direct sur ce fonds-là,
par rapport à passer par un conseiller en gestion de patrimoine, etc. C'est les mêmes conditions, a priori. Sauf si ces derniers mettent des frais en plus, etc. J'ai même envie de dire que sur les droits d'entrée, il y a certains partenaires qui vont même être un peu plus bas là-dessus. Que zéro. Non, comme c'est entre 0 et 5, c'est aussi un sujet. Le fait de passer effectivement avec un partenaire comme Ramify, c'est des choses qui peuvent jouer là-dessus. Donc oui, effectivement, on va distribuer aussi en direct de notre côté avec des partenaires distributeurs, etc. Sur des conditions équivalentes, sauf les frais d'entrée que ça vous contrôlez pas puisque c'est à la main. Exactement. Du conseil. Exactement, mais les conditions pour le coup vont être similaires. Bah, c'est très clair. En tout cas, ça répond à la question de Sébastien. Voilà, 19h33. Encore merci de nous avoir suivis, d'avoir finalement décalé ce webinaire d'une petite demi-heure. Un énorme merci d'avoir sauvé la mise de ton associé Lucas, bien sûr. Merci à vous pour votre patience et toutes nos excuses encore. Non. C'était passionnant. On a appris beaucoup de choses sur la thématique. Pourquoi vous avez choisi cette thématique? Comment vous l'articulez d'un point de vue géographique, d'un point de vue classe d'actifs. Donc, un énorme merci aussi pour ta transparence, ta franchise. Je retiens notamment sur cet aspect. Il est très dur de rentrer dans un fonds où, a priori, toi, tu as une lecture différente. Donc, merci aussi pour cette franchise-là. Je pense que c'est forcément très apprécié pour ceux qui nous regardent et pour des potentiels investisseurs ou juste passionnés de l'investissement. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, Mathieu, et à ceux qui nous ont regardés, que ce soit en live ou en redifféré, à vous aussi, excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup.